Le millionnaire fait semblant d'être dans le coma pour mettre sa famille à l'épreuve. Et ce qu'il a découvert fut horrible. Émile Dubois, assis seul dans le grand salon de sa demeure au volet clos, contemplait l'obscurité avec un regard éteint. Depuis la mort de son épouse Margot, 5 années s'étaient écoulées sans qu'il parvienne à ressentir autre chose que l'écho sourd d'un vide irréversible. Autrefois le patriarche charismatique d'une famille bourgeoise respectée de Lyon, il s'était lentement retiré du monde, se terrant dans le silence de sa vaste propriété du quartier de Montchat. À 72 ans, il était encore lucide, physiquement autonome, mais las de vivre parmi les sourires faux, les obligations feintes et les regards tournés vers ses biens plutôt que vers son cœur. Il n'avait jamais été un père tendre. Il en était vaguement conscient, mais il s'était toujours convaincu que le confort matériel, la stabilité et l'éducation qu'il avait offerts à ses enfants valaient en bien quelques silences à la table du dîner ou des absences répétées au récital de piano et aux fêtes d'école. Arnaud, son fils aîné, était devenu banquier, froid et ambitieux. Camille, la Benjamine, s'était tournée vers le marketing de luxe, évoluant dans un monde d'apparence qui lui allait comme un gant. Quant à lui, Émile, il était désormais un vieil homme que l'on visitait par politesse, pour maintenir les apparences, ou pire encore, pour garder un œil sur ce qui allait bientôt leur appartenir. Un banal incident, survenu un jeudi matin d'automne, allait pourtant tout changer. En descendant l'escalier principal de la maison pour aller chercher le courrier, Émile trébucha. La chute fut brutale, mais pas dramatique. Une douleur aiguë au bras gauche et une légère commotion furent diagnostiquées aux urgences de l'hôpital Édouard Herriot. Allongé sur un lit blanc sous les néons cliniques, Émile surprit un échange entre 2 internes dans le couloir, l'un mentionnant les comas prolongés qu'il avait pu observer récemment, des patients piégés entre 2 mondes, immobiles mais conscients. Une idée folle germa alors en lui. Et si, au lieu de se contenter d'attendre la fin, il se glissait dans un rôle silencieux? Un rôle où il pourrait enfin voir les siens tels qu'ils étaient vraiment, sans masque, sans ménagement, sans prétention. Contre l'avis des médecins qui proposaient un court séjour en rééducation, Émile fit semblant d'être plus affecté qu'il ne l'était. Il retint volontairement ses réponses, laissa son regard flotter dans le vide, se replia dans une posture d'inertie trompeuse. Bientôt, les soignants évoquèrent un état de conscience minimal. Les enfants furent appelés. Le plan prenait forme. Dès le 2e jour, Émile fut transféré dans une chambre individuelle sobrement décorée, avec vue sur une cour arborée. Il ne voyait rien, bien sûr. Il se contentait d'écouter, dans cette immobilité choisie. Le premier à entrer fut Arnaud. Il parlait fort comme si la voix devait traverser un mur invisible pour atteindre son père. Pourtant, ces mots n'étaient pas destinés à lui. Il téléphonait, sans retenue, à ce qui semblait être un notaire. La vente de la maison, les portefeuilles d'actions, la question de la succession, tout était abordé avec un empressement gênant. Pas une fois il ne prononça le prénom de son père. Pas un mot de tristesse, pas une seule interrogation sur l'état réel d'Émile. Tout n'était que chiffres, procédures et impatience. Camille arriva 1 heure plus tard. Elle tenait une bouteille d'eau Voss dans une main et un sac de Créateur dans l'autre. Après un rapide regard en coin, elle soupira bruyamment et s'effondra dans le fauteuil près du lit. Elle envoya quelques messages sur son téléphone, puis appela son mari. Elle aussi évoqua l'idée d'une gestion anticipée des biens. Elle parla d'un appartement à Paris qu'il faudrait mettre au nom de leur fille, Léa, avant que tout ne se complique. Elle aussi s'agaçait que les délais légaux soient si longs. Papa aurait dû faire plus simple, tu sais, tout verrouiller. Maintenant, on est bloqué par cette fichue clause. Elle parlait comme si Émile n'était déjà plus là. Il n'était plus une personne, mais un obstacle administratif. Émile, allongé sous les draps immaculés, sentit une brûlure dans sa poitrine. Ce n'était pas la douleur physique. C'était un autre type de douleur, plus profond, plus lancinant. Il n'avait pas imaginé un tel mépris. Il pensait au moins qu'un peu d'émotion accompagnerait la perspective de sa disparition. Il avait espéré des larmes, de l'inquiétude, peut-être même du regret. Il n'y avait rien de tout cela. Il y avait du soulagement, de l'empressement, de la légèreté même. Mais c'est une voix inconnue qui, contre toute attente, déchira cette atmosphère d'indifférence. Une infirmière entra, jeune, brune, les traits marqués par la fatigue mais le regard sincère. Elle s'appelait Sophie. Elle s'approcha doucement, vérifia les constantes, ajusta l'oreiller, puis s'assit un instant. Elle regarda Émile comme s'il pouvait l'entendre,
et lui parla doucement, presque tendrement. « Je sais que vous êtes peut-être encore là, monsieur Dubois, et je sais que ce n'est pas facile. Votre fils est venu tout à l'heure, votre fille aussi. Il ne reste jamais longtemps, vous avez remarqué. » Elle sourit tristement. « Vous me rappelez un peu mon père. Il travaillait tout le temps. Il disait que c'était pour nous, mais en fait, c'était pour ne pas affronter la maison vide. Il n'a jamais su nous parler, et quand il est tombé malade, il s'est retrouvé seul, comme vous. » Émile, sous sa façade figée, sentit ses paupières trembler. Il lutta pour ne rien trahir, mais ses pensées, elles, s'agitaient comme jamais. Qui était-il vraiment pour ses enfants? Et comment cet inconnu voyait en lui un reflet de son propre père, alors que ses propres enfants semblaient ne voir en lui qu'un portefeuille à ciel ouvert? Cette remarque douce mais tranchante fut la première à fissurer l'image qu'il avait de lui-même. Il n'était peut-être pas un homme admiré. Il n'était peut-être même pas un homme aimé. Lorsque Sophie quitta la pièce, Émile resta seul avec un silence devenu insupportable. La douleur n'était plus dans les os mais dans l'âme. Il venait d'entamer, sans le savoir, un voyage intérieur sans retour. Un voyage qui allait, au fil des jours, lui révéler la vérité la plus brutale, celle que personne n'ose affronter, tant qu'on se croit encore nécessaire. Mais lui ne l'était plus, et il allait devoir affronter ce que cela voulait dire. Je reste à disposition pour vos retours avant de passer à la suite. Le 3e jour après son hospitalisation, la chambre d'Émile devint le théâtre silencieux d'un ballet de visites brèves et sans chaleur. Il n'était pas réellement seul, mais il n'avait jamais été aussi isolé. Son silence fin offrait aux autres l'illusion d'un public inerte, incapable de réagir, incapable de juger. Pourtant, chaque mot, chaque soupir, chaque pause révélait quelque chose. Il écoutait, prisonnier volontaire de son corps, et découvrait peu à peu l'étendue glaciale de la distance qui s'était creusée entre lui et ceux qui portaient son nom. Arnaud fut le premier à revenir ce jour-là. Il entra dans la chambre avec l'assurance tranquille de quelqu'un qui se sent en territoire conquis. Il salua rapidement les infirmiers dans le couloir, s'arrêta devant le lit de son père, mais ne s'adressa pas à lui. Il sortit son téléphone, vérifia quelques notifications, puis passa un appel. « Oui, c'est Arnaud Dubois. Oui, toujours aucune amélioration. Non, les médecins restent flous. » Un silence, puis un rire bref. « Disons que ça nous laisse un peu de temps pour anticiper. Écoute, pour le domaine de Beaujolais, je veux que tu envoies un expert. On le mettra en vente dès que c'est possible. Et contacte Frédéric pour voir s'il peut s'occuper de la paperasse. Oui, même si papa est toujours officiellement lucide sur le papier, on va accélérer les choses. Il ne reviendra pas, soyons honnêtes. » Le mot « accélérer » claqua dans l'esprit d'Émile comme une gifle. Il connaissait son fils comme un homme pragmatique, mais cette froideur méthodique, ce calcul sans réserve, le heurtait en bien plus profondément qu'il ne l'aurait cru. Il avait toujours pensé qu'Arnaud admirait sa rigueur, sa vision d'entrepreneur, sa capacité à bâtir un empire à partir de presque rien. Mais il se rendait compte maintenant que ce que son fils avait hérité, ce n'était pas le sens des affaires, c'était l'absence de cœur. Moins d'1 heure plus tard, Camille fit son apparition. Elle était vêtue d'une robe beige cintrée, une paire de lunettes de soleil glissées dans ses cheveux, comme si elle sortait d'un rendez-vous mondain et non d'un hôpital. Elle resta debout un moment, scrutant le visage immobile de son père. Un long soupir s'échappa de ses lèvres, chargé d'ennui plus que de tristesse. « Toujours pareil, hein ?» murmura-t-elle en s'asseyant au bord du lit. Elle tapota distraitement la main d'Émile, sans tendresse ni insistance, comme on caresse un coussin décoratif. Puis, sortant son téléphone, elle appela son mari. « Oui, je viens de le voir. Rien de nouveau. Écoute, je voulais te parler du compte commun qu'on a avec lui. Tu sais, celui pour les donations aux petits-enfants, est-ce qu'on peut vérifier s'il est toujours actif? Non, pas pour Léa. Elle a déjà ce qu'il faut. C'est juste que, je veux être sûr que rien ne nous échappe s'il se met à délirer dans son coma. » La façon dont elle parlait de lui, à quelques centimètres de son visage, était glaçante. Émile ne l'avait pas serré dans ses bras depuis des années. Et voilà que cette distance se révélait dans toute sa brutalité. Sa propre fille ne parlait pas d'un homme, mais d'un compte bancaire, d'un portefeuille d'actifs, d'un potentiel testament à surveiller de près. Elle continua, sans se soucier de la présence d'un être humain en face d'elle, à discuter de la maison de campagne, des objets de valeur à récupérer avant qu'ils ne soient
englouti dans des procédures, et même d'un projet de revente de certaines toiles accrochées dans le bureau d'Émile qu'elle jugeait trop vieillottes pour être conservées. Émile n'aurait jamais cru possible de se sentir aussi nu, aussi dépossédé de son humanité. Et pourtant, malgré la douleur, il restait parfaitement immobile. Chaque mot l'enfonçait un peu plus dans une prise de conscience qu'il n'aurait jamais eue s'il n'avait pas choisi ce silence extrême. Il avait voulu savoir. Il savait, désormais. Lorsque Camille quitta la chambre, un calme pesant s'installa. Émile crut pouvoir enfin respirer, en paix. Mais la porte s'ouvrit à nouveau. C'était Sophie. Toujours elle, toujours discrète, toujours attentive. Elle s'approcha du lit, examina les constantes, fit quelques annotations, puis s'attarda plus longtemps que d'habitude. « Vous avez encore reçu de la visite. Vous avez de la chance, monsieur Dubois. Ce n'est pas le cas de tous ici. Enfin, la chance, c'est relatif. Je crois qu'ils ne savent pas qu'on vous entend peut-être. Ou alors, ils s'en moquent. » Elle parla ensuite à un collègue resté dans le couloir, pensant qu'Émile ne pouvait rien comprendre. Mais sa voix portait. « Tu sais, je crois qu'il est conscient. Pas au sens médical peut-être, mais il y a quelque chose dans son regard. Et puis, il ne l'aime pas, ses enfants. On le sent. On dirait qu'ils attendent juste l'héritage. C'est triste, non? Ce genre de solitude, c'est pire que la mort. » Son collègue haussa les épaules, répondit vaguement. Mais Sophie poursuivit. « Mon père était comme ça, absorbé par son travail. Il ne comprenait pas pourquoi on ne l'aimait pas autant qu'il le voulait. Mais il ne s'est jamais demandé s'il avait été aimable. Il ne s'est jamais excusé non plus. Peut-être qu'il pensait qu'un toit au-dessus de nos têtes suffisait. » Cette phrase, si anodine, si tranquille dans sa formulation, frappa Émile de plein fouet. Il n'avait jamais demandé pardon. Il n'avait jamais exprimé de remords. Il avait toujours tout justifié par l'exigence de sa vie professionnelle, par l'idée que réussir, c'était aimer. Que pourvoir aux besoins, c'était faire preuve de tendresse. Il se rendait compte qu'il avait confondu présence et provision, amour et responsabilité. Et alors qu'il repensait aux jours passés, aux anniversaires oubliés, aux réprimandes froides, aux regards détournés au lieu d'un câlin, une image lui revint, vive et tranchante. Camille, petite, pleurant en silence sur le perron de la maison, le cartable ouvert, les feuilles envolées par le vent. Il était rentré tard ce soir-là, trop tard pour son exposé, trop tard pour voir sa détresse. Il n'avait même pas remarqué qu'elle n'avait pas mangé. À ce souvenir, son cœur se serra. Il ne pouvait plus bouger. Mais s'il avait pu, il aurait hurlé. À cet instant précis, il comprit que ce coma qu'il jouait était peut-être la seule façon d'entendre enfin la vérité, et que cette vérité n'était pas celle qu'il espérait. Et ce n'était que le début. Le silence d'Émile Dubois, toujours fin, s'épaississait à mesure que les jours passaient, non pas comme un refuge, mais comme un piège de plus en plus étroit. Ce troisième jour dans le coma simulé fut le plus difficile jusqu'à présent, non pour des raisons physiques, mais pour les répercussions morales de ce qu'il avait entendu. Chaque mot de ses enfants, chaque sourire ironique, chaque soupir d'impatience n'était pas seulement une révélation douloureuse. C'était une lame lente et cruelle qui épluchait l'image qu'il s'était construite de lui-même pendant des décennies. Il ne pouvait plus ignorer les conséquences de ses actes, de ses absences, de ses priorités déplacées. Ce qu'il avait cru ériger comme un héritage était en fait un monument d'indifférence. Et Sophie, l'infirmière, fut une fois encore l'aiguille qui perça la fine membrane de l'illusion. Ce matin-là, elle était entrée avec moins d'entrain. Visiblement fatiguée, elle traînait un peu les pieds et tenait un gobelet de café tiède entre ses mains. Elle jeta un coup d'œil aux constantes vitales, vérifia les perfusions, puis s'assit quelques instants, comme elle en avait pris l'habitude. Elle parlait souvent à Émile, sans attendre de réponse. Peut-être parce qu'elle sentait qu'il entendait, ou peut-être parce qu'elle-même avait besoin de parler à quelqu'un qui ne la jugeait pas. « Ce matin, j'ai pensé à vous en traversant le parc. Il y avait une petite fille qui jouait seule, et ça m'a rappelé moi. Mon père n'était jamais là, toujours en déplacement, toujours fatigué. Et quand il était à la maison, il s'enfermait dans son bureau. Il disait que c'était pour le travail, pour nous donner une meilleure vie. Mais tu sais ce que j'aurais préféré, monsieur Dubois? J'aurais préféré qu'il ait moins d'argent et plus de temps pour moi. » Émile sentit une tension inhabituelle lui serrer la poitrine, non pas physique, mais intérieure, comme si quelque chose se fissurait. Il avait lui aussi tenu ce discours, le sacrifice pour la famille, les longues heures pour le bien de tous,
les absences justifiées par la promesse d'un futur confortable. Il s'était convaincu qu'il agissait par amour. Mais si c'était le cas, pourquoi ce qu'il récoltait maintenant n'était-il qu'amertume et oubli? Sophie se releva, posa une main douce sur son avant-bras, comme un geste de réconfort muet, puis quitta la pièce. À peine avait-elle franchi la porte, qu'Émile fut happé par une vague de souvenirs, violents, intenses, impossibles à arrêter. Il se vit plus jeune, debout dans son bureau baigné de lumière, alors que Camille, âgée de 8 ans à peine, entrait timidement pour lui montrer un dessin. Il s'en rappelait maintenant avec une netteté douloureuse. Il l'avait à peine regardée, distrait par un appel téléphonique important. Il lui avait fait un signe vague de la main, sans même un mot, et elle était repartie. Il ne se souvenait pas du dessin. Il ne se souvenait pas de son expression, mais il se souvenait de son propre empressement à retourner à son contrat. Il avait érigé sa vie comme on bâtit un mur, pierre après pierre, une réussite après l'autre, une signature après une négociation, sans jamais penser à ce qu'il enfermait derrière. Et derrière ce mur, il y avait Camille, il y avait Arnaud, il y avait Margot, sa femme aimante mais souvent silencieuse, qui avait porté seule l'émotion du foyer. Le plus cruel, c'est qu'il croyait avoir bien fait. Il n'avait pas été violent, il n'avait jamais crié, jamais levé la main. Mais il avait été absent. Absent dans les moments qui comptent, absent dans les regards, absent dans les gestes. Il avait été un fournisseur, pas un père, un protecteur matériel, pas un pilier affectif. L'après-midi, la chambre d'Émile fut brièvement occupée par une discussion animée entre Arnaud et Camille. Ils ne s'étaient pas vus depuis 2 jours, et leur première préoccupation fut de synchroniser leur démarche. Ils ne parlaient pas de leur père comme d'un malade à surveiller, mais comme d'un bien à gérer. Arnaud voulait avancer la demande de tutelle. Camille préférait attendre un peu, pour ne pas éveiller de soupçons. Ils évoquèrent les avocats, les notaires, les clauses de succession. Et puis Camille dit quelque chose d'inattendu, presque sans émotion. « Tu sais, il n'a jamais été vraiment présent. Même quand maman est morte, il était resté figé. Je me demande s'il a jamais vraiment aimé quelqu'un d'autre que lui-même. » Arnaud acquiesça. Il nous a donné tout ce qu'on voulait, mais jamais ce qu'on attendait. Émile aurait voulu hurler, dire qu'il avait aimé, oui, qu'il avait aimé à sa façon, que chaque sacrifice, chaque nuit sans sommeil, chaque décision difficile avait été prise en pensant à eux. Mais il comprenait avec une lucidité nouvelle que ce n'était pas suffisant, que l'amour qui ne se montre pas, qui ne s'exprime pas, devient invisible, et ce qui est invisible finit par disparaître. En fin de journée, alors que le soleil déclinait sur la cour, une voix familière s'éleva près de la fenêtre. C'était celle de Léa, sa petite fille. 16 ans, vive, intelligente, souvent distante lors des rares réunions de famille. Elle était venue avec Camille, mais était restée dehors pendant que sa mère téléphonait. Elle parlait avec un ton désinvolte, presque moqueur. « Il est toujours là, le vieux. Il me faisait peur quand j'étais petite. Il criait jamais, mais il regardait comme s'il jugeait tout le monde. Maman dit qu'il était comme ça même avant. » Et Camille, sans détour, répondit « Ton grand-père n'a jamais su aimer. Il donnait des cadeaux au lieu de donner de l'affection. Il pense que l'amour, ça s'achète. » Ces mots, prononcés sans colère mais avec une froide franchise, s'enfoncèrent comme des aiguilles dans l'esprit d'Émile. Il n'y avait plus de doute. Ce n'était pas un malentendu, ce n'était pas une simple incompréhension générationnelle. C'était un gouffre. Et pourtant, au cœur de cette révélation cruelle, une graine fut plantée. Une graine de prise de conscience. Il n'était pas trop tard. Il souffrait, certes, mais il respirait encore. Il écoutait encore. Il avait peut-être encore une chance, minuscule, fragile, incertaine, de réparer. Mais pour cela, il lui faudrait tout d'abord se regarder en face, sans excuse, sans justification. Il devrait descendre de la tour d'ivoire qu'il avait bâtie pierre par pierre et marcher parmi ceux qu'il avait laissés derrière. Il ne pouvait pas encore bouger. Mais quelque chose, en lui, avait commencé à changer. C'était un jeudi soir. Depuis 1 semaine, Émile Dubois était officiellement dans un état de conscience minimal. Officieusement, il observait, écoutait, encassait. Et ce soir-là, il eut la confirmation brutale que les murs qu'il avait érigés autour de lui pendant sa vie s'étaient effondrés depuis longtemps, mais pas par un tremblement de terre. Ils s'étaient effrités lentement, méthodiquement, jusqu'à ne laisser derrière eux qu'un champ de ruines affectives, où ni l'amour ni la mémoire ne semblaient avoir survécu.
Arnaud avait demandé à emprunter la maison familiale pour le week-end. Selon ses mots, c'était pour garder un lien émotionnel avec les lieux et aussi vérifier l'état des pièces avant de penser à une éventuelle rénovation ou mise en location. Camille avait accepté sans trop poser de questions, mais avait insisté pour être présente. Il fallait, selon elle, éviter que tout parte dans un sens unique. Aucun d'eux n'avait pris la peine de consulter le médecin ou même Sophie. Ils agissaient déjà comme les légataires d'un patrimoine qui n'avait pas encore été transmis, comme si la mort d'Émile était une formalité administrative en attente de validation. Ce soir-là, donc, alors que le corps d'Émile reposait toujours dans un lit d'hôpital, sous les soins silencieux de Sophie, ses enfants occupaient son salon. Ils avaient ressorti les grands verres en cristal, ouvert une bouteille de vin rouge de la cave personnelle d'Émile, une de celles qu'il gardait pour les grandes occasions. Le contraste entre le raffinement du lieu et la sécheresse de leurs propos était à la fois choquant et tragique. La cuisine est affreuse. Camille fronça le nez en observant les armoires en bois massif. Il faudra tout refaire et enlever cette tapisserie. C'est déprimant. Arnaud hocha la tête. Je pensais faire un salon ouvert ici avec une verrière. On pourrait même installer un jacuzzi sur la terrasse. Les fondations sont solides. Ils buvaient à petites gorgées, le ton léger, presque festif. Aucune mention de leur père, aucune pensée pour ce qu'il représentait ou avait représenté. Même les objets autour d'eux, les photos, les livres, les souvenirs de voyage, semblaient être devenus invisibles. Puis, entre deux rires, Camille se leva pour attraper une boîte en bois posée sur une étagère. Elle l'ouvrit et découvrit une série de lettres anciennes soigneusement rangées. Elle en lut une à voix haute. Une déclaration d'amour écrite par Émile à Margot peu après leur mariage. Le ton était tendre, maladroit, sincère. Arnaud éclata de rire. Qui aurait cru que le vieux pouvait être romantique? On dirait presque un autre homme. Camille poursuivit, moqueuse. Tu crois qu'il écrivait aussi à ses maîtresses? Ils se mirent à plaisanter sur la double vie imaginaire de leur père, sur sa raideur, sur ses habitudes. La voix d'Arnaud prit un ton sarcastique. Il nous faisait la morale sur la rigueur, sur l'honnêteté. Mais au fond, il ne savait rien des sentiments. Il vivait pour ses bilans comptables. Camille rétorqua. Maman disait qu'il ne savait pas aimer. Elle le respectait, oui. Mais elle vivait seule même en sa présence. Et c'est alors que Léa, assise depuis le début dans un coin du salon, silencieuse et les yeux rivés sur son téléphone, leva enfin les yeux. Elle avait écouté sans intervenir, absorbant chaque mot. Sa voix, quand elle parla, était claire, directe, sans détour. Il a toujours été comme ça, froid, autoritaire, même quand vous étiez enfant. Un silence bref s'installa. Puis Camille répondit, sans hésitation. Oui, toujours. Il n'a jamais été tactile, jamais vraiment intéressé, sauf quand il s'agissait de nous faire taire pour qu'il puisse travailler en paix. Il ne criait pas, mais son silence faisait plus de bruit que des hurlements. Arnaud acquiesça. C'était l'homme du devoir, pas de l'affection. Il voulait qu'on soit parfait, performant. Tout le reste n'avait pas d'importance. Léa croisa les bras. Son regard n'exprimait pas seulement la curiosité. Il y avait dans ses yeux une forme de désillusion, une incompréhension presque douloureuse. Alors pourquoi vous continuez à faire comme si sa maison vous appartenait? Pourquoi vous voulez tous ces objets, ce patrimoine, s'il ne vous a jamais vraiment donné ce qui compte? La question resta en suspens. Camille détourna les yeux. Arnaud se resservit un verre. Aucun ne répondit. Dans sa chambre d'hôpital, Émile, même sans être présent physiquement, sentit l'impact de cette phrase. Il entendait encore, par l'intermédiaire d'un enregistrement transmis plus tard par Sophie, les mots de sa petite fille. Car oui, Sophie, en découvrant les intentions de la famille, avait commencé à tout documenter. Non par vengeance, mais pour le protéger. Elle avait placé un petit enregistreur dans la poche du manteau d'Arnaud, resté sur une chaise par simple intuition. Ce qu'elle avait découvert dépassait tout ce qu'elle aurait pu imaginer. Le soir, elle vint dans la chambre d'Émile, les traits tirés, l'air grave. Elle glissa un écouteur dans son oreille et lança l'enregistrement. Il écouta tout, le ton moqueur, les projets de rénovation, les rires sur sa vie privée, l'indifférence absolue. Mais c'est la voix de Léa qui resta avec lui comme une lumière dans la nuit. Une adolescente, à peine sortie de l'enfance, qui posait une question que lui-même n'avait jamais osé formuler. Pourquoi se battre pour l'héritage d'un homme qu'on n'a jamais cherché à comprendre? Ce soir-là, pour la première fois depuis le début de sa mise en scène, Émile pleura.
Pas des larmes visibles, mais des larmes internes, profondes, brûlantes. Il n'avait pas perdu sa famille. Il l'avait repoussée, sans même s'en rendre compte, pendant des années. Il avait construit des murs là où il aurait dû bâtir des ponts. Et maintenant, les murs étaient fissurés, les ponts absents. Mais quelque chose avait changé. La voix de Léa avait allumé une étincelle. Et une étincelle, même minuscule, peut suffire à rallumer un feu. Le lendemain du dîner, l'atmosphère de la maison Dubois semblait encore flotter autour du lit d'hôpital d'Émile comme un écho lointain. Les voix, les rires, la désinvolture de ses enfants résonnaient dans sa tête, se mêlant aux mots lucides et cruels de sa petite fille Léa. Il avait entendu, par la grâce involontaire de Sophie, non seulement leur conversation, mais surtout leur vérité. Et parmi toutes les phrases qui l'avaient blessé, une restait gravée. Pourquoi vouloir tout ça s'il ne vous a jamais donné ce qui compte? Cette question venue d'une adolescente qui n'avait jamais connu autre chose que la froideur d'un patriarche absent, lui perça le cœur plus profondément que n'importe quelle trahison. Le matin suivant, Sophie entra dans la chambre avec une expression grave. Elle avait passé la nuit à réfléchir. Elle ne savait pas encore comment aider cet homme figé entre deux mondes, mais elle sentait que ce qu'il vivait dépassait la simple curiosité d'un riche vieillissant. Il y avait dans son regard quelque chose d'humain, une sorte de regret muet qu'elle ne retrouvait pas chez la plupart des patients plongés dans des états similaires. Comme toujours, elle s'assit près de lui parla doucement. « Vos enfants sont venus hier. Enfin, pas ici. Ils ont préféré aller dans votre maison. Je crois qu'ils voulaient se sentir chez eux, même avant que tout soit terminé. » Elle soupira. « Ce n'est pas rare, vous savez. Quand la mort approche, les gens se préparent, mais rarement dans le bon sens. » Émile écoutait immobile, son esprit vibrant de douleur et de souvenirs. Il se revoyait des années auparavant, au début de sa carrière, lorsqu'il rentrait tard, fatigué mais satisfait, persuadé d'avoir accompli quelque chose d'important. Margot, son épouse, l'attendait souvent dans la cuisine, un livre ouvert sur la table, la cafetière encore tiède. Elle l'accueillait toujours avec la même phrase. « Tu as encore manqué le dîner, mais ce n'est pas grave, je t'ai gardé une assiette. » Il mangeait seul, en silence, pendant qu'elle montait border les enfants. Il croyait que cette routine n'était qu'un sacrifice passager, une étape nécessaire avant la prospérité. Il n'avait pas compris que ces moments perdus ne reviendraient jamais. Vers la fin de la matinée, Camille entra. Sa démarche nerveuse, son regard fuyant trahissait une tension qu'elle tentait de masquer. Elle posa son sac sur la chaise, s'approcha du lit, puis resta debout, observant ce visage inerte qu'elle connaissait sans vraiment le comprendre. Elle parla à voix basse, non par respect, mais par habitude. « Papa, si tu pouvais m'entendre. » Elle hésita, cherchant ses mots. « Non, à quoi bon? Tu n'as jamais écouté personne. » Elle se rassit, puis sortit son téléphone et appela Léa. « Oui, je suis à l'hôpital, non, rien de nouveau. Il est toujours pareil. » Elle marqua une pause, puis ajouta « Tu sais, ton grand-père a toujours été comme ça, même quand j'étais petite. Il ne criait pas, il imposait le silence. Tu sentais qu'il te jugeait sans un mot. Maman disait qu'il n'avait pas de place dans son cœur pour autre chose que son travail. Peut-être qu'elle avait raison. » Émile sentit une douleur profonde remonter de son ventre. Ces mots, il les connaissait déjà, mais les entendre ainsi dans le calme d'une chambre aseptisée, c'était différent. Ce n'était pas la colère d'une fille blessée, mais la constatation froide d'une vérité évidente. Camille continuait. « Léa me demande pourquoi on parle toujours d'argent, pourquoi on veut vendre la maison. Elle ne comprend pas. Je ne sais même pas quoi lui répondre. Peut-être parce qu'on ne nous a jamais appris à aimer autre chose que ce qu'on peut posséder. » La phrase tomba dans la pièce comme un coup de tonnerre. Même elle, dans son cynisme, commençait à percevoir la profondeur du vide qu'ils avaient hérité de lui. Ce n'était pas seulement une absence de tendresse, c'était un héritage de dureté, une éducation fondée sur la méfiance et la performance. Émile comprit soudain que son propre modèle, qu'il croyait vertueux, avait contaminé ses enfants. Il leur avait transmis la rigueur, mais aussi la peur d'être vulnérables. Il leur avait appris à gagner mais pas à aimer, à posséder mais pas à partager. Lorsque Camille quitta la pièce, Sophie entra presque aussitôt. Elle remarqua le rythme cardiaque d'Émile légèrement accéléré. Elle observa l'écran, fronça les sourcils. « Vous avez réagi, monsieur Dubois. Je crois que vous avez entendu. » Elle s'approcha, baissa la voix. Ce qu'elle a dit, c'est dur, mais peut-être nécessaire.
Vous avez le droit de regretter, mais vous avez aussi le droit de changer. Il n'est jamais trop tard, même quand tout semble perdu. » Ces mots simples mais sincères eurent sur Émile un effet apaisant. Pour la première fois, il sentit qu'une présence humaine veillait sur lui, non pour son nom, non pour sa fortune, mais simplement parce qu'il existait. Cette idée, si élémentaire et pourtant si étrangère, fit naître en lui une émotion nouvelle. Ce n'était pas de la honte, ni de la tristesse. C'était un début d'humilité. L'après-midi, Arnaud arriva à son tour accompagné de son épouse Élise. Contrairement à Camille, il avait pris soin de se vêtir impeccablement, comme pour un rendez-vous d'affaires. Il s'assit, commença à discuter avec un ton mécanique, froid. « Le notaire m'a confirmé que la procédure de mise sous tutelle peut commencer dès la semaine prochaine. Le médecin-chef est prudent, mais s'il n'y a pas d'amélioration visible, il n'y aura pas d'obstacle. » Élise acquiesça, un léger sourire aux lèvres. « Ce serait une bonne chose, oui. Il faut stabiliser la situation avant que tout ne s'enlise. » Sophie, qui écoutait derrière la porte entr'ouverte, sentit une colère froide la traverser. Elle se retint d'intervenir, mais son instinct protecteur envers Émile se renforça encore. Elle comprit que cet homme, qu'elle n'avait d'abord vu que comme un patient parmi d'autres, méritait d'être défendu, même contre les siens. Lorsqu'ils partirent, elle entra et posa une main ferme sur l'épaule d'Émile. « Vous devez tenir bon. Il pense que vous êtes déjà mort, mais vous êtes encore là. » Le soir venu, la chambre s'assombrit peu à peu. Seule la lampe du couloir diffusait une lumière dorée. Dans ce demi-silence, Émile repensa à tout ce qu'il avait entendu. Les paroles de Sophie résonnaient dans son esprit, mais plus encore celles de sa fille et de sa petite-fille. Il comprenait à présent que la graine du mépris n'était pas née de la cupidité, mais du manque. C'était un mépris hérité, cultivé dans la froideur des années passées, dans les repas silencieux, dans les gestes non accomplis. Et il savait que si une graine pouvait pousser dans la haine, une autre pouvait germer dans le pardon. Encore fallait-il qu'il trouve le courage de parler, de se réveiller et d'affronter ceux qui l'avaient blessé. Ce soir-là, il prit intérieurement une décision qu'aucun médecin ne pouvait prévoir. Il allait se battre pour retrouver non pas sa fortune, mais sa dignité. L'hôpital semblait baigner ce matin-là dans une lumière d'un gris terne, cette clarté neutre qui ne réchauffe rien, qui rend chaque couloir identique et chaque chambre interchangeable. Pourtant, derrière la porte où se trouvait Émile Dubois, quelque chose allait se produire qui, sans le savoir encore, allait tracer une première ligne de lumière dans le labyrinthe obscur de sa solitude. Ce jour-là, une visite inattendue allait bouleverser le cours silencieux de sa comédie, une présence oubliée du passé qu'il n'aurait jamais imaginé revoir. Claire, son ancienne secrétaire, celle qui avait travaillé à ses côtés pendant plus de 20 ans. Lorsque Sophie entra dans la chambre vers 10 heures, elle fut surprise de trouver une femme élégante, aux cheveux poivre et sel, soigneusement relevés, assise à côté du lit. Elle portait un manteau bleu marine, un foulard de soie autour du cou et un petit sac en cuir posé sur ses genoux. Elle ne pleurait pas, elle ne parlait pas non plus. Elle fixait Émile avec une expression que Sophie n'avait jamais vue chez les autres visiteurs. Une tendresse contenue, mêlée d'un profond respect. Quand elle remarqua l'infirmière, elle se leva immédiatement, un peu nerveuse. « Bonjour, je suis désolée, je voulais seulement le voir quelques minutes. Je m'appelle Claire Vautier. J'ai été sa secrétaire pendant très longtemps. Je sais qu'il ne me reconnaît peut-être pas, mais j'avais besoin de lui dire au revoir. » Sophie lui répondit d'un ton calme et bienveillant. « Vous pouvez rester un peu, madame. Il entend peut-être. » Parfois, ces états de conscience ne sont pas ce qu'ils paraissent. Claire hocha la tête, hésita puis reprit place près du lit. Elle posa ses mains sur la couverture, juste à côté du bras immobile d'Émile, et se mit à parler d'une voix douce, presque murmurée. « Bonjour, monsieur Dubois. Ou plutôt Émile, puisque je crois qu'on peut se permettre de laisser tomber les formalités maintenant. Vous savez, cela fait 5 ans que je n'étais pas venu ici, à Lyon. Après votre départ de la société, j'ai pris ma retraite, moi aussi. J'avais dit que je reviendrais vous voir, mais la vie a cette façon étrange de nous éloigner sans qu'on s'en rende compte. Et puis, j'ai appris par hasard que vous étiez à l'hôpital. Je n'ai pas hésité, je devais venir. » Elle s'interrompit, cherchant ses mots. Ses doigts frôlèrent le drap. « Vous étiez dur, exigeant, parfois même insupportable. Vous n'écoutiez jamais les excuses. Vous vouliez toujours que tout soit parfait. Mais derrière cette façade, j'ai toujours vu un homme fatigué, quelqu'un qui ne savait pas comment dire qu'il avait peur,
Vous aviez peur de décevoir, peur de manquer, peur de ne pas mériter ce que vous aviez construit. Et malgré tout ça, vous avez toujours été juste avec moi. Vous m'avez protégé, vous m'avez fait confiance, même si je crois que vous n'avez jamais su dire merci. » Émile, sous sa façade de marbre, sentit une onde d'émotion le traverser. Il se souvenait de Claire, bien sûr, de sa rigueur, de sa loyauté, de cette discrétion qu'il avait toujours admirée sans jamais le dire. Elle connaissait tout de sa vie professionnelle, ses succès, ses colères, ses doutes, et elle avait vu, sans jamais juger, l'homme derrière l'entrepreneur. Elle reprit après un long silence. « J'ai toujours voulu vous dire quelque chose, mais je n'en ai jamais eu le courage. Le jour où votre épouse est morte, j'ai voulu venir à l'enterrement. Je ne l'ai pas fait. J'avais peur que vous me rejetiez, que vous trouviez ma présence déplacée. Mais la vérité, c'est que je voulais vous dire que je suis désolé, parce que je vous ai laissé seul ce jour-là. J'aurais dû venir. Vous aviez besoin de quelqu'un, et personne n'était là. » Elle sortit de son sac une enveloppe crème légèrement froissée qu'elle posa sur le coin de l'oreiller. « C'est une lettre que j'ai écrite il y a longtemps. Je pensais vous l'envoyer, mais je ne l'ai jamais fait. Vous la lirez, enfin si vous revenez à vous. Ou peut-être que quelqu'un la trouvera et ce sera très bien aussi. » Sophie, émue, observait la scène en silence. Elle n'avait jamais vu une telle sincérité dans la chambre d'un patient plongé dans l'inconscience. La plupart du temps, les visiteurs venaient par devoir, par culpabilité, par convenance. Claire, elle, était venue par affection véritable. Lorsqu'elle se leva pour partir, elle posa une dernière fois sa main sur celle d'Émile. « Reposez-vous, monsieur Dubois, et sachez que malgré tout ce que les autres disent, vous n'étiez pas un monstre. Vous étiez juste un homme. Et parfois, être un homme, c'est déjà beaucoup. » Quand la porte se referma, Émile sentit un mélange étrange d'apaisement et de honte. Une personne qu'il n'avait jamais vraiment connue dans l'intimité venait de lui offrir plus de compassion que sa propre famille. Il aurait voulu la remercier, ouvrir les yeux, dire quelque chose, n'importe quoi. Mais il resta immobile. Seul son esprit bouillonnait. Il voulait savoir ce que contenait la lettre. Quelques heures plus tard, alors que Sophie rangeait le linge propre, Arnaud arriva à l'improviste. Il paraissait nerveux. Il demanda à parler au médecin de garde, puis, croyant l'être seul dans la chambre, se pencha sur le corps de son père. « Écoute, papa, si tu m'entends, sache que ce n'est pas contre toi. C'est juste la logique. Il faut bien que quelqu'un prenne les choses en main. Tu ne t'en sortirais pas même si tu te réveillais. Alors autant que tout soit réglé. » Puis, avec un geste rapide, il sortit une enveloppe de sa poche et la posa sur la table. Quand le docteur entra, il la lui tendit discrètement. « Vous pourriez peut-être accélérer le rapport médical, n'est-ce pas? Je sais que vous avez beaucoup de travail, mais je pourrais vous remercier pour votre efficacité. » Sophie, qui passait dans le couloir, vit la scène à travers la vitre entr'ouverte. Elle sentit la colère monter en elle. Un fils essayant d'acheter le verdict de son père encore vivant. Elle resta silencieuse, mais dans son regard se forma une résolution claire. Elle n'allait plus se contenter d'observer. Quand Arnaud quitta la pièce, elle entra, serra la main d'Émile et lui dit doucement « Je ne sais pas si vous m'entendez, mais je vous promets une chose. Je ne laisserai personne décider de votre sort sans que la vérité soit dite. » Ce jour-là, alors que la lumière de fin d'après-midi dorait les murs de la chambre, Émile sentit pour la première fois depuis des années qu'il n'était plus complètement seul. Une main humaine s'était posée sur la sienne sans intérêt ni calcul. Et cette main, plus que toutes les fortunes du monde, venait de rallumer en lui la certitude fragile qu'il existait encore. La nuit tombait lentement sur Lyon, enveloppant l'hôpital dans une obscurité apaisante que seuls les néons du couloir venaient troubler. Dans la chambre d'Émile Dubois, le silence s'était fait lourd, presque solennel. La visite de Claire et la tentative de corruption d'Arnaud flottaient encore dans l'air comme deux vérités opposées. L'une empreinte d'humanité, l'autre d'une froideur dévastatrice. Allongé, les yeux clos, Émile sentait le poids du monde s'abattre sur sa poitrine, non pas celui de la maladie, mais celui des années perdues à confondre autorité et amour, succès et tendresse. Ce soir-là, quelque chose changea profondément en lui, comme si, au fond du gouffre où il s'était volontairement enfermé, une voix intérieure commençait enfin à se faire entendre. Sophie entra discrètement, son pas mesuré, son regard attentif. Elle vérifia les constantes, puis resta un moment debout à côté du lit, observant ce vieil homme dont le visage, malgré l'immobilité,
exprimait un tumulte d'émotions contenues. Elle n'était pas dupe. Les battements cardiaques d'Émile changeaient subtilement à chaque visite, à chaque parole de ses proches. Elle avait vu ces variations, elle en était sûre. Il entendait. Ce n'était pas un simple corps plongé dans la torpeur d'un coma. C'était un esprit éveillé, prisonnier de son propre mensonge. Elle s'assit, approcha sa chaise et parla d'une voix basse. « Monsieur Dubois, je sais que vous êtes là. Vous n'avez peut-être pas la force de parler, mais je vous sens présent. Ce que votre fils a fait tout à l'heure était inacceptable. Mais ne vous laissez pas abattre par ça. Vous avez encore votre mot à dire, peut-être pas aujourd'hui, peut-être pas demain, mais un jour. Vous comprenez ?» Elle laissa un silence, puis ajouta « Vous savez, il existe deux sortes de gens dans la vie, ceux qui cherchent à posséder et ceux qui cherchent à comprendre. Vos enfants ont grandi dans la première catégorie, mais ça ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas changer. » Émile, intérieurement, voulait crier qu'il comprenait, qu'il voulait justement changer, que ce théâtre du coma avait commencé comme un jeu cruel, mais qu'il était devenu une révélation. Il voulait dire à Sophie qu'elle avait raison, que pour la première fois depuis longtemps, il se sentait vivant. Dans les heures qui suivirent, son esprit dériva vers le passé. Il revit les débuts de sa carrière, ses premiers succès, les dîners d'affaires où il se tenait droit, fier, tandis que Margot, à ses côtés, lui souriait poliment, habituée à son mutisme. Il se rappela aussi les rares vacances en famille, toujours écourtées par un appel urgent, une réunion improvisée, un contrat à signer. Chaque souvenir s'illuminait maintenant d'un éclair de culpabilité. Ce qu'il avait pris pour des preuves d'amour, le confort, la sécurité, l'avenir assuré, n'étaient en réalité que des gestes de fuite. Il avait fui la douleur de la perte, la peur de l'imperfection, la vulnérabilité des émotions. Et à force de fuir, il s'était retrouvé seul. Vers le milieu de la nuit, alors que tout semblait endormi, la porte s'ouvrit brusquement. Arnaud entra, accompagné de Camille. Ils avaient l'air tendus, leur voix basse, précautionneuse. « Il faut qu'on parle au médecin, dit Arnaud. J'ai besoin d'un rapport officiel pour enclencher la procédure d'interdiction. Il faut que ce soit signé avant la fin de la semaine. » Camille acquiesça sans enthousiasme. « Tu es sûr qu'on fait bien? Ce n'est pas un peu tôt. » Arnaud fronça les sourcils. « Tu veux qu'on attende quoi? Qu'il se réveille et nous accuse d'avoir pris les devants. Tu sais très bien que tout ça doit être réglé. » Émile sentit une colère brûlante lui monter au cœur. Son propre fils, celui à qui il avait donné les clés de son empire, tentait maintenant de le déclarer inapte. L'humiliation était totale, mais ce n'était plus la colère d'un homme blessé par l'orgueil. C'était celle d'un père qui comprenait soudain ce qu'il avait semé. Arnaud n'était pas devenu cet homme par hasard. Il avait grandi dans un environnement où l'amour se mesurait à la réussite. Émile lui avait appris à être fort, à ne jamais douter, à ne jamais pleurer. Aujourd'hui, il en payait le prix. Il avait créé un fils incapable de compassion. Quand ils quittèrent la pièce, Sophie entra presque aussitôt. Elle avait tout entendu. Ses traits d'habitude calmes étaient crispés par l'indignation. « Votre fils essaie de vous faire interdire, monsieur Dubois. Il a tenté de soudoyer un médecin. Mais je peux vous promettre une chose. Tant que je suis ici, cela n'arrivera pas. » Elle posa sa main sur celle d'Émile, et pour la première fois depuis longtemps, il sentit la chaleur d'un geste véritable. Il voulut serrer ses doigts, mais son corps refusa encore de lui obéir. Cette nuit-là, il ne dormit pas. Son esprit, au contraire, resta éveillé comme jamais. Il réfléchissait, recomposait, réécrivait son existence. Chaque souvenir prenait un sens nouveau, chaque visage du passé revenait le hanter, non pas comme une ombre, mais comme un appel à la réparation. Margot, surtout. Il se souvenait d'elle un soir d'hiver près de la cheminée, lui disant d'une voix douce « Tu crois qu'on peut aimer sans se dire les choses ?» Il n'avait pas su répondre. Aujourd'hui, il aurait voulu pouvoir lui dire oui, mais il savait au fond que la vérité était non. L'amour sans mots finit toujours par mourir de silence. Au matin, Sophie remarqua quelque chose d'étrange. Les yeux d'Émile bougeaient différemment, comme s'ils suivaient les sons, comme s'ils cherchaient à comprendre. Ses doigts, un instant, frémirent sur le drap. Elle se pencha, émue. « Vous êtes là, n'est-ce pas? Vous luttez. » Il ne pouvait pas répondre, mais une larme unique coula sur sa joue. Sophie la vit, essuya doucement la trace humide et murmura « C'est bien, continuez. Vous avez encore quelque chose à faire ici. » À cet instant précis, dans ce corps apparemment immobile, quelque chose se réveilla.
Ce n'était pas seulement une conscience médicale, mais une volonté, celle d'un père décidé à affronter enfin ce qu'il avait fui toute sa vie. La culpabilité devenait lucidité, la douleur devenait moteur. Le vieil homme qu'il était avait longtemps cru que la mort viendrait le délivrer de tout. Mais cette nuit-là, il comprit qu'elle n'était plus la fin qu'il redoutait. C'était la vie, la vraie, celle qu'il n'avait jamais su regarder, qu'il voulait désormais reconquérir. Et cette vie, il allait la reprendre, même s'il devait le faire en silence, un battement de cœur après l'autre. Le jour s'était levé sur l'hôpital de Lyon avec une lumière douce, presque trompeuse. Les rayons du matin traversaient les stores à demi fermés et venaient caresser le visage immobile d'Émile Dubois. Son corps semblait toujours inerte, mais à l'intérieur, une agitation nouvelle s'était installée. Depuis cette larme tombée la veille, quelque chose avait changé dans sa conscience. Ce n'était plus seulement l'observation d'un homme qui écoutait, mais la présence d'un être qui se battait pour revenir. Son esprit, désormais lucide, s'accrochait à chaque son, à chaque voix, comme à des bouées pour remonter à la surface de sa propre vie. Sophie, en entrant dans la chambre ce matin-là, remarqua immédiatement la différence. Elle s'approcha du lit, ajusta le drap, vérifia les constantes. Les chiffres étaient stables, mais un détail l'intrigua. Le rythme cardiaque, léger mais irrégulier, semblait réagir à sa voix. Elle parla alors lentement, comme si elle s'adressait à un enfant que l'on ne veut pas brusquer. « Bonjour, monsieur Dubois, c'est encore moi. Vous avez bien dormi ?» À sa grande surprise, le moniteur émit un léger pic d'activité. Elle resta un instant immobile, puis reprit « Vous m'entendez, n'est-ce pas? Si c'est le cas, essayez de le montrer. Un petit signe, n'importe quoi. » Émile, dans son esprit, hurla un « oui » silencieux. Il voulut bouger un doigt, un cil, n'importe quel muscle, mais son corps ne répondit pas. La frustration était immense. Il sentait la vie pulser en lui, mais les barrières qu'il avait dressées dans son propre mensonge semblaient maintenant s'être retournées contre lui. La frontière entre le vrai coma et la comédie devenait trouble. Et ce paradoxe, il le ressentait avec terreur. Il voulait sortir de son rôle, mais le rôle refusait de le laisser partir. Sophie observa longuement son visage, puis, instinctivement, elle approcha sa main de la sienne. « Si vous m'entendez, serrez ma main. » Rien ne se produisit. Pourtant, elle crut percevoir une tension fugace dans ses doigts, un micro-mouvement presque imperceptible. Elle fronça les sourcils, intriguée. Elle se souvenait de ses observations des jours précédents, les variations du rythme cardiaque, les légers frémissements des paupières, les réactions subtiles aux bruits extérieurs. Tout concordait. Cet homme n'était pas plongé dans une inconscience totale. Au même moment, dans le couloir, Camille parlait à un médecin. Sa voix, toujours mesurée, portait malgré elle une froide impatience. « Je voudrais savoir si vous pensez que l'état de mon père est irréversible. Nous devons organiser certaines choses administratives et disons que l'incertitude complique tout. » Le médecin, embarrassé, répondit avec prudence. « Son état est stable, mais il y a parfois des signes qu'on ne peut pas expliquer. Des micro-réactions, peut-être réflexes, peut-être conscientes. Il est trop tôt pour conclure. » Camille soupira. « Vous savez, mon père a toujours aimé garder le contrôle. Il détesterait me voir dans cette situation. Peut-être qu'il se moque de nous, quelque part. » Elle sourit à moitié, un sourire sans joie, puis partit rejoindre Arnaud. Dans la chambre, Sophie observait encore Émile. Elle décida de tenter une expérience. Elle ferma la porte, s'assura qu'ils étaient seuls et dit d'une voix calme « Si vous êtes conscient, si vous entendez vraiment ce que je dis, essayez de respirer plus fort quand je poserai une question. Une fois pour non, 2 fois pour oui. » Elle attendit un instant, le cœur battant. « Vous m'entendez ?» Une légère variation dans le moniteur se produisit. 2 battements un peu plus marqués. Elle retint son souffle. « Très bien, monsieur Dubois. Alors écoutez-moi. Je ne sais pas pourquoi vous faites cela, mais je veux comprendre. Est-ce que quelqu'un vous a blessé ?» Silence. Les battements restèrent stables. « Ce sont vos enfants, n'est-ce pas ?» 2 pics. Le signal était clair. Sophie se couvrit la bouche, sidérée. « Mon Dieu, vous êtes vraiment conscient ?» Elle se pencha, parla plus doucement encore. « Vous savez, si vous gardez ce secret, il finira par vous détruire. Vous ne pouvez pas rester ainsi. Il faudra parler un jour, affronter ce que vous avez entendu, mais pas aujourd'hui. Aujourd'hui, il faut que vous teniez. Je serai là, d'accord ?» Alors qu'elle prononçait ces mots, la porte s'ouvrit brusquement. Camille entra, visiblement contrariée. « Oh, excusez-moi, je ne savais pas que vous étiez là. »
Sophie se redressa aussitôt, son cœur battant fort. Camille avança vers le lit, observa son père avec un regard vide. « Toujours pareil, je vois. » Elle posa son sac sur la table, puis se tourna vers l'infirmière. « Je voulais simplement laisser ce dossier au cas où il y aurait des documents à signer. » Sophie hocha la tête, masquant son trouble. Camille, en fouillant dans son sac, continua de parler. « Vous savez, il a toujours eu besoin d'avoir le dernier mot. Même maintenant, on dirait qu'il attend pour nous compliquer la vie une dernière fois. » Elle rit brièvement, un son sec, sans chaleur. Puis elle ajouta « Parfois je me demande s'il ne fait pas exprès. » Sophie sentit un frisson. Si seulement elle savait, si seulement elle devinait que cette intuition était exacte. Mais elle garda le silence. Camille resta encore quelques minutes, parla de banalité puis quitta la pièce. Dès qu'elle fut partie, Sophie referma la porte et s'approcha à nouveau. « Vous avez entendu » murmura-t-elle. 2 battements plus rapides répondirent. « D'accord. Alors écoutez-moi bien, Émile. Vous ne pouvez plus continuer ainsi. Si quelqu'un découvre la vérité, tout cela va mal tourner. Il faudra un plan. Je vais vous aider. Mais vous devez me promettre de ne pas réagir devant eux. » Elle écrivit rapidement un mot sur une feuille et le glissa dans le tiroir de la table de chevet. « Si vous êtes vraiment là, vous trouverez un moyen de me répondre. » La journée passa lentement. Le soir venu, Sophie quitta son service. Avant de partir, elle se retourna une dernière fois vers la chambre. Émile, immobile, écoutait encore les échos de leurs échanges. Il savait désormais qu'il n'était plus seul dans son secret. Quelqu'un avait compris, quelqu'un le voyait enfin. Mais il ignorait encore que cette complicité naissante allait changer le cours de tout, car une vérité ainsi frôlée n'attend qu'une étincelle pour éclater au grand jour. Et cette étincelle, elle approchait. La nuit tomba sur Lyon dans une lenteur mélancolique, comme un voile qui s'étend sur les choses sans en changer la forme, mais en modifiant l'âme. L'hôpital, silencieux et presque désert, respirait au rythme des machines. Dans la chambre d'Émile Dubois, la lumière bleutée du moniteur pulsait doucement, pareil à un cœur qui hésite entre 2 mondes. Sophie, de garde cette nuit-là, marchait dans le couloir en tenant un dossier contre sa poitrine. Son esprit était ailleurs. Depuis la veille, depuis cette étrange expérience où Émile avait semblé répondre à ses questions, elle ne pensait plus qu'à lui. L'idée qu'un homme puisse volontairement se faire passer pour inconscient pour observer les siens la troublait profondément. Elle n'arrivait pas à le juger. En réalité, elle le comprenait presque. Quand elle entra dans la chambre, elle ferma doucement la porte derrière elle. Elle resta un moment debout à observer le visage d'Émile, puis s'assit à son chevet. Elle sortit de sa poche une petite feuille pliée, sur laquelle elle avait écrit quelques mots au stylo. « Si vous êtes vraiment conscient, clignez 2 fois des yeux lorsque vous me verrez demain matin. » Elle la posa sur la table de chevet, juste à côté du carnet où le médecin notait les observations quotidiennes. Puis, comme à son habitude, elle parla. « Je ne sais pas si vous m'entendez encore ce soir, mais je veux croire que oui. Ce que vous faites est insensé, mais je comprends pourquoi. Vous cherchez à savoir la vérité, n'est-ce pas? Vous voulez voir qui vous aime vraiment. Mais vous savez, la vérité fait mal, et parfois, elle ne répare rien. Pourtant, si vous décidez d'en sortir, je serai là. » Elle resta un long moment assise, le regard perdu sur la perfusion qui goûtait lentement. Ce qu'elle ressentait pour cet homme dépassait le cadre de son métier. Ce n'était pas de la pitié, ni de la simple empathie. C'était comme si, en le voyant lutter silencieusement, elle revoyait son propre père, celui qu'elle n'avait jamais réussi à sauver. Elle savait que c'était dangereux de s'impliquer ainsi, mais quelque chose en elle refusait de s'en détacher. Le lendemain matin, à son retour de pause, elle entra discrètement dans la chambre. Le soleil filtrait à travers les stores, dessinant des bandes de lumière sur le visage d'Émile. Elle s'approcha lentement, son cœur battant plus vite. Et là, sous ses yeux, elle vit un mouvement minime, à peine perceptible. 2 clignements. Pas un spasme, pas un réflexe. 2 battements nets et volontaires. Sophie sentit sa gorge se serrer. Elle eut envie de rire et de pleurer à la fois. Elle s'accroupit, sa voix tremblant légèrement. « D'accord, monsieur Dubois, alors c'est vrai. Vous m'entendez, vous êtes là. » Une émotion violente la submergea. Elle prit sa main, la serra doucement. « Très bien. À partir de maintenant, je garde votre secret. Mais promettez-moi que ce n'est pas pour toujours. Vous devez trouver un moyen de sortir de ce mensonge, ou il vous détruira. » Émile, intérieurement, ressentit une vague d'apaisement.
Pour la première fois depuis des jours, il n'était plus seul dans sa mascarade. Quelqu'un savait, quelqu'un portait avec lui le poids de cette vérité. La journée passa lentement, ponctuée par les visites mécaniques des enfants du bois. Arnaud arriva le premier, costume impeccable, portable à la main. Il parla à voix basse avec un avocat au téléphone, tout en consultant des papiers étalés sur la table. « Oui, maître, j'ai tout vérifié. Le testament est encore sous l'ancienne forme. Mais le notaire m'a dit qu'une version plus récente avait été rédigée l'année dernière. Je n'étais pas au courant. Il faut absolument la retrouver. » Sophie, qui écoutait depuis le couloir, fronça les sourcils. Un nouveau testament? Cela n'avait jamais été mentionné. Elle comprit aussitôt que cette découverte allait tout changer. Arnaud, sans se douter qu'il était observé, poursuivit son monologue. Si ce document contient des clauses restrictives, tout ce qu'on a prévu tombe à l'eau. Et je ne laisserai pas ça arriver. Il raccrocha, rangea les papiers, puis se tourna vers son père, inerte. « Si seulement tu pouvais m'entendre. Tu saurais que je ne fais que suivre ton exemple. Tu m'as appris à ne jamais attendre que les choses se fassent d'elles-mêmes. Eh bien, j'agis. » Quand il quitta la chambre, Sophie entra aussitôt. Elle regarda Émile, son visage tendu par une colère silencieuse. « Votre fils parle d'un testament. C'est vrai ?» Le cœur d'Émile s'accéléra légèrement. Elle comprit. « Très bien. Alors écoutez-moi. S'ils essaient de tout manipuler, vous devrez réagir au bon moment. Je vais vous aider à préparer ce moment. » Les jours suivants, Sophie devint plus qu'une infirmière. Elle devint sa confidente, son unique lien avec le monde extérieur. Chaque jour, elle lui racontait ce qu'elle voyait, ce qu'elle entendait. Elle surveillait les conversations, notait les détails. Elle lui racontait aussi des choses simples, sur sa vie, son enfance, comme pour lui rappeler que la tendresse existait encore quelque part. « Vous savez, dit-elle un soir, j'ai toujours cru que les gens changeaient seulement quand ils frôlaient la perte. Vous êtes en train de changer, monsieur Dubois, et si vous tenez encore, c'est peut-être parce qu'au fond, vous n'avez pas renoncé à aimer. » Émile écoutait, bouleversé. Dans ce silence où il s'était cru condamné à n'entendre que la cupidité des siens, la voix de Sophie devenait une source. Il sentait renaître en lui un désir qu'il croyait éteint, celui de réparer, de parler, de toucher à nouveau la vie. Un matin, alors qu'elle entrait avec son plateau, il cligna à nouveau 2 fois, plus vivement que d'habitude. Elle sourit. « Oui, je sais. Vous voulez sortir de là, mais pas encore. Attendez le bon moment. » Elle sortit alors un petit carnet et y écrivit « Quand tout sera prêt, je t'aiderai à dire la vérité. » Elle laissa le message dans le tiroir. Mais à peine eut-elle quitté la chambre qu'un homme en costume entra. C'était l'avocat de la famille. Il tenait une mallette et salua brièvement le personnel avant de demander à parler à Arnaud et Camille. Quelques minutes plus tard, dans le couloir, Sophie entendit une phrase qui lui glaça le sang. « Votre père a rédigé un Nouveau Testament l'année dernière. Et s'il se réveille, ce document prend effet immédiatement. » Ce soir-là, quand elle revint auprès d'Émile, elle lui souffla à l'oreille « Le temps du silence est presque terminé. Vous allez devoir choisir, continuer à vous cacher ou revenir à la lumière. » Et dans son regard fermé, elle crut voir la réponse. L'hôpital semblait étrangement calme ce matin-là, comme si l'air lui-même retenait sa respiration. Depuis l'aube, une tension invisible régnait dans le couloir du service. Les pas précipités et les chuchotements entre médecins, tout indiquait qu'un événement inhabituel se préparait. Dans la chambre d'Émile Dubois, la lumière froide du matin effleurait le drap blanc et dessinait sur son visage des ombres fines. À première vue, il paraissait endormi comme les jours précédents. Mais Sophie, qui le connaissait désormais mieux que quiconque, sentait l'électricité qui vibrait en lui. Quelque chose se tramait, quelque chose d'inattendu. Vers 10 heures, la porte s'ouvrit avec un léger grincement. Un homme en costume gris entra, un attaché-case à la main, suivi d'Arnaud et de Camille. L'homme s'avança avec cette assurance feutrée propre au notaire et annonça d'une voix mesurée « Je suis maître Bernard Clément, représentant de votre père depuis plusieurs années. Je suis ici pour vous informer d'un changement récent dans son testament. » Arnaud fronça les sourcils. « Un changement? Comment ça? Mon père n'a rien signé depuis plus de 5 ans. » Maître Clément esquissa un sourire professionnel. « C'est inexact. Votre père a modifié certaines dispositions l'année dernière. J'étais présent, tout comme son avocat principal. Le document a été enregistré en bonne et due forme. » Camille échangea un regard inquiet avec son frère. « Et qu'est-ce que ça change, exactement ?»
Le notaire posa sa mallette sur la table, l'ouvrit et sortit un dossier épais qu'il déposa délicatement devant eux. Votre père a souhaité introduire plusieurs clauses nouvelles. D'abord, une partie de son patrimoine sera transférée à une fondation qu'il a créée en secret, la fondation Margot Dubois, destinée à financer des bourses pour des étudiants défavorisés de Lyon. Ensuite, la maison familiale ne pourra être vendue qu'après un délai de 10 ans, sauf décision unanime de la famille. Enfin, et c'est peut-être le plus important, chaque héritier devra participer activement à un projet d'intérêt social avant de recevoir sa part de succession. Un silence lourd s'abattit sur la pièce. Arnaud resta un moment figé, incrédule, avant de lâcher un rire nerveux. C'est une plaisanterie, mon père n'aurait jamais fait ça. Il n'a jamais été philanthrope. Il détestait les formalités inutiles. Vous avez sûrement mal compris. Le notaire imperturbable répondit « Je comprends votre surprise, monsieur Dubois, mais ce sont ses instructions, et je me dois de les faire respecter. Le document porte sa signature et a été certifié par 2 témoins. » Camille, blême, fit un pas en arrière. C'est insensé. Il n'a jamais parlé de fondation. Pourquoi aurait-il fait cela sans nous en informer? Maître Clément ferma le dossier et dit calmement « Peut-être voulait-il simplement que vous découvriez ses vraies intentions au bon moment. » Pendant ce temps, sur le lit, Émile écoutait chaque mot avec une intensité déchirante. Il se souvenait de cette entrevue 1 an plus tôt, lorsqu'il avait rédigé le Nouveau Testament. Il l'avait fait dans un moment de lucidité rare, conscient que ses enfants ne voyaient plus en lui qu'un nom sur des comptes. Il voulait les forcer à réfléchir, à se regarder dans le miroir de leurs propres ambitions. Il savait que cela provoquerait la colère, peut-être même la haine, mais il n'avait pas imaginé à quel point cette colère éclaterait avec violence. Arnaud, incapable de se contenir, s'approcha du lit de son père. Il le fixa avec un mélange de rage et de mépris. « Tu entends ça, vieux? Tu crois que c'est drôle? Tu veux nous punir, c'est ça? Même inconscient, tu trouves encore un moyen de nous manipuler. » Camille tenta de l'arrêter, mais il écarta sa main d'un geste brusque. Il a tout prévu, comme toujours. Même mort, il veut garder le contrôle. Eh bien non. Cette fois, je ne le laisserai pas faire. Sophie entra à ce moment-là, alertée par les éclats de voix. Elle s'interposa entre eux, le ton ferme. « Monsieur Dubois, je vous demande de respecter cet endroit. Votre père est un patient, pas une cible pour vos frustrations. » Arnaud la toisa avec dédain. « Vous n'avez aucune idée de ce que c'est que de vivre avec un homme pareil. Il ne mérite même pas qu'on lui parle. » Sophie planta son regard dans le sien. « Peut-être, mais il mérite qu'on le laisse en paix. » Le notaire, mal à l'aise, tenta de ramener le calme. « Je comprends que cette nouvelle soit difficile à entendre, mais je vous conseille d'attendre avant de prendre toute décision. Votre père a ajouté une clause spécifique stipulant que toute tentative d'annulation avant sa mort entraînerait une suspension des droits successoraux. » Les mots tombèrent comme un couperet. Arnaud serra les poings. « Il nous menace, même dans cet état. C'est pathétique. » Il se tourna vers Camille. « On va contester. Ce testament est le produit d'un esprit malade. Il n'est plus lui-même. » Sophie, restée près du lit, avait vu les battements d'Émile s'accélérer. Ses doigts bougèrent imperceptiblement. Elle comprit qu'il entendait tout. Elle posa une main sur son épaule comme pour l'apaiser. Quand la tension retomba, Arnaud quitta la pièce en claquant la porte, suivi de sa sœur. Maître Clément, gêné, rangea lentement ses papiers. Avant de partir, il se pencha vers Émile et murmura « J'espère que vous saviez ce que vous faisiez, monsieur Dubois. Les vérités les plus nécessaires sont parfois celles qui brûlent. » Le silence revint, mais il n'avait plus la même couleur. Il était chargé d'un poids nouveau, d'une menace imminente. Sophie resta seule dans la chambre, le regard fixé sur le visage de son patient. Elle savait qu'il avait tout entendu, qu'il souffrait de voir sa famille déchirer ce qui restait de son nom. Elle s'approcha, sa voix tremblant à peine. « Vous avez voulu les tester. Maintenant, vous savez jusqu'où ils peuvent aller. Mais tout n'est pas perdu. Il y a encore quelqu'un qui vous écoute. Il y a encore une chance de réparer. » Le soir, elle revint cette fois avec un air déterminé. Elle s'assit à côté de lui, prit sa main et murmura « Je vais vous dire quelque chose que vous devez entendre. Vous n'avez plus besoin de rester dans le noir. Le monde dehors est prêt à vous entendre, même si cela fait mal. Mais avant cela, il faut que vous choisissiez comment sortir. Pas en victime, mais en homme. Demain, je vous aiderai à parler. Pas avec des mots, pas encore, mais avec des preuves. » Et tandis que la nuit enveloppait de nouveau la chambre, Émile sentit une force étrange renaître en lui.
Ce testament, qu'il avait cru être une barrière protectrice, était devenu une arme. Et désormais, il savait qu'il devait s'en servir non pas pour punir, mais pour se libérer. Le lendemain du chaos provoqué par la lecture du testament, un silence lourd régnait dans la chambre d'Émile Dubois. Le calme n'était pas celui du repos, mais celui qui précède les tempêtes les plus violentes. Tout autour de lui semblait se figer dans une tension presque palpable, l'odeur froide du désinfectant, le cliquetis régulier du moniteur, la lumière crue du matin filtrant à travers les stores. Pourtant, à l'intérieur d'Émile, ce n'était plus le silence, mais une tempête. La veille, il avait vu ses enfants se disputer au-dessus de son lit, prêts à s'entre-déchirer pour une fortune qu'il croyait déjà leur appartenir. Il les avait entendus parler de lui comme d'un fardeau, d'un obstacle à éliminer. Il avait voulu les juger, les condamner, mais désormais, il savait que cette colère ne servait plus à rien. Ce n'était pas eux qu'il devait juger, c'était lui-même. Sophie entra dans la chambre, le regard marqué par la fatigue. Ses nuits étaient courtes depuis qu'elle avait choisi de protéger ce patient hors du commun. Elle s'approcha du lit et parla à voix basse, comme pour ne pas briser le fragile équilibre de cet espace suspendu entre mensonge et vérité. « Vous avez bien entendu hier, n'est-ce pas? Ils veulent contester le testament. Ils disent que vous êtes fou. » Elle marqua une pause, observant les moniteurs. « Mais vous ne l'êtes pas. Vous avez simplement voulu comprendre. Vous avez voulu les voir tels qu'ils sont. Et maintenant que vous savez, que comptez-vous faire ?» Émile aurait voulu répondre, mais son corps restait prisonnier. Il se contenta de 2 légers battements cardiaques plus rapides. Sophie sourit tristement. « D'accord, alors écoutez-moi. Vous ne pouvez pas rester enfermé dans ce rôle plus longtemps. Ce mensonge va vous tuer. » Elle sortit alors son téléphone portable et chercha quelque chose dans sa galerie. « Il faut que je vous montre une chose. » Elle posa l'écran sur la table près du lit et lança une vidéo. L'image tremblait légèrement. On voyait Arnaud, la veille, dans le couloir, en train de parler au médecin-chef. Sa voix, captée par hasard, était parfaitement claire. « Je vous offre 50 000 € si vous signez le rapport confirmant une incapacité mentale totale. Il faut que ce soit fait cette semaine. Mon père ne reviendra jamais, et plus vite on tourne la page, mieux ce sera pour tout le monde. » Puis on entendait le médecin répondre offusqué « Monsieur Dubois, ce que vous me demandez est illégal. Sortez de mon bureau avant que je n'appelle la direction. » La vidéo s'arrêtait là. Sophie fixa le visage d'Émile. « J'ai enregistré ça par erreur en filmant un document sur mon téléphone. Mais c'est peut-être un signe. La preuve que tout ce qu'ils font n'est pas aussi irréversible que vous le croyez. Vous pouvez encore reprendre le contrôle. » Émile sentit une vague d'émotion l'envahir. Arnaud, son fils, celui qu'il avait toujours considéré comme son successeur naturel, prêt à corrompre un médecin pour s'emparer de son héritage. La honte fut si violente qu'il sentit son cœur accélérer dangereusement. Sophie, inquiète, posa une main sur sa poitrine. « Calmez-vous, ce n'est pas le moment de tout laisser tomber. Ce que vous devez faire maintenant, c'est choisir. Continuer à vous cacher ou revenir à la lumière. » Le reste de la journée se déroula dans un silence ponctué par des visites superficielles. Camille passa en coup de vent, laissant un bouquet de fleurs sur la table sans même le regarder. Arnaud, lui, ne revint pas. Le notaire appela brièvement pour confirmer que la clause successorale était désormais en vigueur et que toute tentative de contestation serait suspendue jusqu'à un éventuel réveil. Ironie cruelle, leur avidité avait produit l'effet inverse. Quand la nuit tomba, Sophie revint s'asseoir près du lit. La fatigue tirait ses traits, mais sa détermination brillait dans ses yeux. Elle prit la main d'Émile, la serra doucement. « Vous savez, monsieur Dubois, j'ai réfléchi à ce que vous pourriez faire. Vous ne pouvez pas simplement vous réveiller comme si de rien n'était. Il faut que ce réveil ait un sens. Vous avez voulu tester leur humanité, mais maintenant c'est votre tour. Montrez-leur ce que c'est que la vérité. Montrez-leur ce que c'est qu'être un père. » Elle sortit un carnet de sa poche et écrivit quelques mots avant de le lui lire. « Vous allez organiser votre propre retour, pas à l'hôpital, pas ici, mais ailleurs. Faites-les venir à un endroit qu'ils croiront être une cérémonie d'adieu. Vous leur parlerez en face, debout. Vous leur direz tout ce que vous avez vu, tout ce que vous avez entendu. Ce sera votre ultime leçon, non pas de morale, mais de vie. » Émile, à ces mots, sentit une force nouvelle s'éveiller en lui. Oui, c'était cela qu'il devait faire. Ce mensonge, né de la peur, devait se transformer en acte de vérité. Il devait leur montrer qu'on ne possède pas une famille comme on possède une entreprise.
qu'on ne mesure pas l'amour à la valeur d'un héritage. Le lendemain, Sophie mit son plan en marche. Grâce à ses contacts dans le personnel médical, elle organisa discrètement la sortie d'Émile, sous prétexte d'un transfert vers un centre de soins privé. Elle prévint le notaire qui accepta de jouer le jeu, et même le directeur de l'hôpital, qui signa les papiers sans savoir que tout cela était une mise en scène. 3 jours plus tard, Émile fut installé dans une résidence discrète à la périphérie de Lyon, où il continua sa rééducation secrète sous la supervision d'un médecin de confiance de Sophie. Pendant ce temps, Arnaud et Camille reçurent une invitation officielle signée du notaire, une cérémonie en l'honneur d'Émile Dubois, organisée à la Fondation Margot Dubois pour célébrer la mémoire et l'héritage moral du patriarche. Arnaud se contenta de lever les yeux au ciel. C'est ridicule, il n'est même pas mort. Camille, elle, hésita. Peut-être qu'on devrait y aller. On doit bien paraître. Le jour fixé approchait. Émile, désormais capable de bouger lentement ses bras et d'articuler quelques mots, se préparait en silence. Sophie l'aidait à marcher, à se tenir droit. Chaque pas était une victoire, chaque souffle une conquête. « Vous êtes prêts ?» demanda-t-elle la veille du grand jour. Il cligna 2 fois des yeux. Elle sourit, émue. « Alors demain, vous reprendrez votre place. Pas en tant que riche, ni en tant que malade, mais en tant qu'homme. » Cette nuit-là, Émile ne dormit presque pas. Il repensa à tout ce qu'il avait vécu, à Margot, à ses enfants, à Sophie. Il se promit que le lendemain, il parlerait sans colère, sans amertume, seulement avec la vérité. Ce serait son dernier acte, celui qui scellerait non pas la fin de sa vie, mais le début d'une autre. Le matin du grand jour, Lyon s'éveilla sous un ciel clair, traversé de nuances dorées. Dans la demeure de la Fondation Margot Dubois, tout était prêt pour la cérémonie. Les employés disposèrent les chaises, les bouquets de lys et de roses blanches ornèrent la salle, et une estrade avait été montée au centre du grand salon pour accueillir les discours. Sur les murs, des portraits d'Émile, choisis par Camille, avaient été accrochés. Des images figées d'un homme austère, distant, sans chaleur dans le regard. Pour Arnaud, c'était parfait. Cela renforçait l'image du patriarche qu'il voulait entretenir, celle d'un homme de devoir, plus qu'un homme de cœur. Les invités arrivaient peu à peu. Parmi eux des notables de Lyon, des collaborateurs anciens et quelques visages du monde des affaires. Tous pensaient assister à une commémoration anticipée, une manière élégante pour la famille Dubois de transformer une tragédie en événement de prestige. Camille, vêtue d'une robe noire sobre, serrait machinalement la main des invités, tandis qu'Arnaud, toujours impeccable, veillait au bon déroulement de la réception. Aucune émotion ne traversait leur visage. Tout semblait calculé, mesuré, contrôlé. Dans une pièce attenante, à l'écart du tumulte, Sophie terminait les derniers préparatifs. Émile était là, debout, vêtu d'un costume sombre, les traits encore marqués par la fatigue, mais son regard, pour la première fois depuis des années, brillait d'une clarté nouvelle. Ses mains tremblaient légèrement, non par faiblesse physique, mais à cause de l'intensité du moment. Il allait se confronter à la vérité, celle qu'il avait provoquée et qu'il ne pouvait plus fuir. Sophie l'observa en silence, admirant ce mélange de dignité et de vulnérabilité. « Vous êtes sûr de vouloir faire ça ?» demanda-t-elle finalement, la voix presque un murmure. Émile hocha la tête. « Oui, ce mensonge doit finir. » Elle lui ajusta la cravate, puis ajouta doucement. « Ils ne comprendront peut-être pas tout de suite. Ils vont se défendre. Mais vous, ne répondez pas par la colère. Parlez avec ce que vous ressentez, pas avec ce que vous avez perdu. » Il posa sa main sur la sienne, un geste simple, plein de gratitude. « Sans vous, je n'aurais jamais eu le courage de revenir. » Dans la grande salle, le notaire monta sur l'estrade pour prononcer quelques mots. Il parla de la fondation, de la mémoire d'Émile, des valeurs de travail et de persévérance qu'il incarnait. Les invités écoutaient poliment, certains distraits, d'autres émus. Camille et Arnaud étaient assis au premier rang, l'air grave. Quand le notaire conclut son discours en disant « Aujourd'hui, nous rendons hommage à un homme dont l'esprit veille encore sur nous », les portes s'ouvrirent lentement. Un murmure parcourut la salle. Tous les regards se tournèrent vers l'entrée. Une silhouette apparut, droite mais fragile, appuyée sur une canne. Émile Dubois. Il avançait lentement, mais chaque pas résonnait comme une déflagration. Les visages se figèrent, les verres tremblèrent dans les mains, et le silence total s'abattit sur la pièce. Camille porta une main à sa bouche.
Arnaud se leva d'un bond, pâle comme un fantôme. Émile s'arrêta au centre de la salle, leva la tête et regarda un à un les visages tournés vers lui. Sa voix, lorsqu'elle s'éleva, était calme, grave, un peu voilée, mais chaque mot portait la force d'une vérité longtemps contenue. « Vous êtes venu pour honorer ma mémoire. C'est ironique, n'est-ce pas? Je ne suis pas mort, pas encore, mais je suppose que pour certains d'entre vous, ma mort aurait été plus simple. » Un frisson parcourut l'assemblée. Arnaud s'approcha, tentant de reprendre le contrôle. « Papa, que fais-tu ici? Ce n'est pas raisonnable. Tu devrais être à l'hôpital. » Émile le regarda avec une douceur étrange. « Tu as raison, Arnaud. Ce n'est pas raisonnable. Mais j'ai passé ma vie à être raisonnable, à taire mes sentiments, à me réfugier derrière la logique et les affaires. Regarde ce que cela a produit. » Il marqua une pause. « Une famille qui ne sait plus aimer. Des enfants qui parlent d'héritage avant même que le cœur de leur père cesse de battre. » Camille, tremblante, murmura. « Tu as entendu ?» Il acquiesça lentement. « Oui, j'ai tout entendu. J'étais là, présent dans ce corps que vous croyiez vide. J'ai entendu vos rires, vos reproches, vos calculs. J'ai vu l'indifférence s'installer dans vos yeux, et je me suis demandé où j'avais échoué. Parce que je ne peux pas vous blâmer sans me blâmer moi-même. Je vous ai appris à tout mesurer, sauf ce qui compte vraiment. » La voix d'Émile se fit plus douce. « J'ai construit des murs pour nous protéger du manque, de la peur, de la vulnérabilité. Mais ces murs vous ont éloigné de moi. Et je les ai vus s'effondrer, pierre après pierre, pendant que je faisais semblant d'être mort. Ce que j'ai découvert m'a brisé, mais aussi réveillé. » Léa, qui jusqu'alors n'avait pas bougé, s'avança lentement. Ses yeux brillaient d'une émotion qu'elle ne cherchait pas à cacher. « Papy, tu as fait tout ça pour nous tester ?» demanda-t-elle d'une voix tremblante. Émile la regarda avec tendresse. « Non, mon enfant. Au début, je voulais seulement savoir si vous m'aimiez encore. Mais ce que j'ai trouvé m'a forcé à regarder plus loin. Je voulais comprendre pourquoi vous ne pouviez plus m'aimer. Et j'ai compris. Parce que moi-même, je ne vous ai pas donné d'amour. Je vous ai donné de l'argent, de la sécurité, mais jamais de présence. » Un murmure d'émotion parcourut la salle. Certains invités baissaient les yeux, gênés. Arnaud restait figé, incapable de trouver ses mots. Camille pleurait en silence. Émile reprit. « Ce que j'ai appris pendant ces jours de silence, c'est qu'il n'est jamais trop tard pour changer. Mais il faut avoir le courage de se regarder en face. » Il marqua une pause, puis ajouta « Aujourd'hui, je ne veux pas vous punir, je veux vous pardonner. Et surtout, je veux me pardonner. » Il se tourna vers le notaire. « La fondation portera le nom de Margot parce qu'elle a été le seul cœur vivant de cette famille. C'est elle qui a gardé la lumière pendant que moi je bâtissais l'ombre. Mais désormais, cette lumière, je veux la transmettre à vous tous. » Sophie, restée à l'écart, observait la scène, les larmes aux yeux. Elle savait que ce moment fragile et immense ne pouvait être compris que par ceux qui avaient souffert du silence. Émile posa sa main sur la tête de Léa, qui pleurait doucement. « Ma petite fille, c'est toi qui m'as ramenée à la vie, sans le savoir. Tes mots, ce soir-là, quand tu as demandé pourquoi on voulait ce qui ne comptait pas, ont été ma lumière. Merci de m'avoir rappelé ce qu'est l'amour vrai. » Un tonnerre d'applaudissements timides éclata, suivi d'un silence chargé d'émotion. Arnaud et Camille restèrent là, incapables de bouger, tandis qu'Émile, épuisé mais apaisé, se rassit lentement. Il savait que le plus dur restait à venir, les discussions, les justifications, les blessures à rouvrir, mais il n'avait plus peur. Il avait affronté la mort et découvert la vie, et pour la première fois il sentit qu'il n'était plus seul. Lorsque le murmure des applaudissements s'éteignit, la salle de la fondation resta suspendue dans une tension étrange, mélange de stupeur et d'émotion. Émile Dubois, debout face à son passé, face à ses erreurs et à ses enfants, semblait soudain rajeuni. Il ne parlait plus comme un patriarche blessé ni comme un juge, mais comme un homme enfin délivré du poids de son orgueil. Autour de lui, le silence devint presque sacré, comme si chacun craignait que le moindre mot vienne briser ce moment fragile. Arnaud fut le premier à bouger. Il fit un pas en avant, l'air déstabilisé, cherchant encore une explication rationnelle à ce qu'il venait de vivre. Ses lèvres tremblaient, mais aucun mot ne sortait. Finalement, il souffla. « Tu as tout entendu. Pendant tout ce temps ?» Émile acquiesça lentement. « Oui, Arnaud, j'ai entendu vos conversations, vos calculs, vos colères. Et je ne t'en veux pas.
Je ne peux pas t'en vouloir pour ce que j'ai moi-même construit. Arnaud baissa les yeux, incapable de soutenir ce regard qui ne portait plus de jugement, mais une infinie tristesse mêlée de pardon. Camille, de son côté, s'était levée, tremblante. Elle s'approcha lentement, les larmes brouillant sa vue. « Tu nous as fait croire que tu étais mort, » dit-elle d'une voix brisée. « Tu voulais quoi? Nous punir? Nous humilier devant tout le monde ?» Émile secoua doucement la tête. « Non, ma fille. Je voulais simplement comprendre si tout ce que j'avais donné avait encore un sens. Et ce que j'ai compris, c'est que j'avais donné tout, sauf l'essentiel. » Il tendit la main vers elle, hésitant. Camille resta un instant figée, puis s'approcha, posa sa paume sur celle de son père et éclata en sanglots. « J'ai tellement voulu que tu sois fier de moi. Mais tu étais toujours ailleurs, toujours trop haut pour nous. » Il la serra contre lui avec une lenteur infinie, comme s'il redécouvrait le geste même d'un père. Autour d'eux, les invités baissèrent la tête, bouleversés. Certains pleuraient discrètement, d'autres observaient en silence, témoins d'une réconciliation qu'ils n'auraient jamais cru possible. Léa s'avança à son tour, son regard clair fixé sur celui de son grand-père. Elle n'avait pas peur. « Papy, est-ce que tu vas repartir à l'hôpital ?» demanda-t-elle simplement. Émile sourit avec douceur. « Non, ma chérie, pas tout de suite. Je crois que je viens seulement de me réveiller, et je ne veux plus m'endormir avant d'avoir appris à aimer comme il faut. » Les mots, simples, résonnèrent dans la salle, avec une puissance que rien ne pouvait contester. Arnaud, resté un peu en retrait, finit par s'approcher. Il avait le visage défait, la mâchoire crispée. « J'ai honte, » dit-il enfin à voix basse. « Honte de ce que je suis devenu. J'ai passé ma vie à t'imiter, à suivre ton exemple, et je ne me suis pas rendu compte que je te copiais dans tes pires erreurs. » Émile posa une main sur son épaule. « Alors arrête de me copier. Sois simplement un homme meilleur. Commence aujourd'hui. » Ces mots furent comme une délivrance. Arnaud baissa la tête, ému, incapable de parler. Camille, elle, essuyait encore ses larmes, serrant la main de Léa. Sophie, à quelques pas, observait la scène avec un mélange d'admiration et de soulagement. Ce qu'elle voyait dépassait tout ce qu'elle avait imaginé. Elle n'avait pas seulement aidé un homme à guérir de sa culpabilité, mais elle assistait à la renaissance d'une famille. Lorsque la cérémonie prit fin, les invités quittèrent la salle dans un silence respectueux. Certains saluèrent Émile, d'autres se contentèrent d'un regard discret, comme s'ils craignaient de troubler la paix fragile qu'ils venaient de retrouver. Sophie resta la dernière. Elle s'approcha doucement et dit « Vous avez tenu votre promesse, vous avez parlé avec vérité. » Émile la remercia d'un signe de tête. « Sans vous, je ne serais jamais arrivé jusque-là. Vous avez été ma voix quand je n'en avais plus. » Elle sourit, émue, et répondit « Non, monsieur Dubois, vous aviez la voix. Il fallait juste quelqu'un pour vous rappeler qu'elle existait encore. » Les jours suivants, la maison Dubois retrouva un calme nouveau. Arnaud et Camille revinrent plusieurs fois voir leur père. Au début, les conversations restaient hésitantes, presque maladroites, mais peu à peu, un lien fragile commença à se retisser. Émile n'était plus le patriarche dominateur qu'ils avaient connu. Il écoutait. Il posait des questions simples. Il riait parfois de ces petits riens qui autrefois l'auraient agacé. Léa, surtout, devint le centre de son attention. Elle venait souvent lui rendre visite après l'école. Ils marchaient ensemble dans le jardin, elle lui lisait des poèmes, et il l'écoutait comme si chaque mot était un trésor. Un soir, elle lui demanda « Tu regrettes tout ce que tu as fait ?» Il réfléchit longuement avant de répondre « Non. Si je regrettais tout, je nierais ce que j'ai appris. Ce qui compte, c'est que j'ai enfin compris ce que signifie être vivant. » Les semaines passèrent. La fondation commença à fonctionner, aidant des jeunes étudiants comme Émile l'avait souhaité. Arnaud y participa activement, retrouvant un sens plus noble à sa vie. Camille, de son côté, s'investit dans un projet artistique lié à la mémoire de leur mère, et Sophie, fidèle à sa discrétion, continua son travail à l'hôpital, tout en gardant contact avec la famille. Un après-midi de printemps, Émile reçut une lettre sans signature. À l'intérieur, une simple phrase « Vous avez réussi à transformer la peur en lumière ». Il sut aussitôt qu'elle venait de Sophie. Il la relut plusieurs fois, les yeux humides. Oui, elle avait raison. La peur de perdre avait dominé toute son existence, mais désormais, il avait appris à offrir sans craindre le vide. Les années suivantes consolidèrent cette transformation. Émile vieillit lentement, mais avec une sérénité nouvelle. Chaque repas partagé, chaque geste tendre de Léa, chaque visite de ses enfants
devenait pour lui une victoire sur le passé. Il n'avait plus besoin d'être aimé pour ce qu'il possédait, car il avait enfin découvert la valeur inestimable de donner. Un soir d'été, alors qu'il observait le soleil se coucher depuis la terrasse de sa maison, Léa vint s'asseoir à côté de lui. « Tu sais, papy, maman dit souvent que tu es un autre homme maintenant. » Il sourit. « Non, je suis le même. C'est juste que j'ai enfin appris à ouvrir les yeux. » Elle posa sa tête sur son épaule et murmura « Alors ne les referme jamais. » Le vieil homme leva les yeux vers le ciel, où la lumière du jour déclinait lentement. Il sentit dans ce moment l'apaisement qu'il avait cherché toute sa vie, et tandis que le vent léger caressait son visage, il comprit que la vraie richesse ne résidait pas dans les comptes ni dans les maisons, mais dans la capacité de pardonner et de recommencer. Le silence qui l'enveloppa alors n'était plus celui du coma ni de la solitude, mais celui, paisible, d'un homme enfin réconcilié avec lui-même. L'homme qui avait un jour feint l'inconscience pour connaître la vérité s'était enfin éveillé à la vie, et cette fois, il ne refermerait plus jamais les yeux. Les 13 parties de l'histoire ont été concluses avec succès. Si vous souhaitez des ajustements ou des révisions, je suis à votre disposition.